mais juste un mot pour dire le bonheur d'être ici, à Orléans, en recherche avec l'École d'Orléans, à Orléans. Ça me donne encore quand même le goût de découvrir l'école de Bar-le-Duc, mais disons qu'ici, c'est très bien. Donc, je veux bien sûr saluer l'ouvrage à mon tour et dire, comme Stéphane le disait, que c'est une contribution majeure à la théorie du droit et de la norme qui s'ajoute au précédent. Donc, félicitations à tous et à toutes pour cet ouvrage. Je vais tout de suite passer aux deux interventions. On va commencer par Émeric Nicolas. Je vais le présenter très brièvement comme étant un chercheur à la posture normative non conformiste, peut-être, celle du juriste anarchiste. Donc, je ne sais pas si cette présentation convient. On verra avec sa présentation. Et par la suite, vous entendrez celui dont j'aime prononcer le nom, mais que je n'ai pas besoin de prononcer aujourd'hui, mais je vais le faire quand même, Cyril Synthèse, qui est bien sûr le porteur du concept. Hein? Le porteur du concept, je ne sais pas s'il aime ça. J'ai bien compris au terme de la journée que ça a été un travail collectif. Donc, il y a une communauté de recherche qui s'est mise en place. Il y a une communauté de l'anneau. Si vous trouvez que j'exagère avec le porteur de l'anneau, je vous ferai remarquer que sur la couverture, il y a l'anneau. Il y a l'anneau. Certains juristes anarchistes ou non conformistes pourraient dire on voit même l'œil de Sauron avec les cils ici. On peut y voir beaucoup de choses. Émeric. Non, pas du tout. Émeric d'abord, Cyril ensuite. Alors, le concept de posture normative, il engage le tournant subjectiviste pris en théorie du droit. Mais ça a déjà été dit, donc c'est pas la peine de le redire. Donc, c'est l'avantage d'intervenir à cette heure-ci. Ce qui est intéressant de dire, c'est que, bon, il invite à placer la focale sur ce que font les acteurs, okay, ainsi sur les usages et les usagers du droit et des normes, donc cette approche par le bas, hein, qui est quand même assez intéressante parce qu'on en a marre des grands gourous et maîtres du monde et des institutions. Donc tout ça, je n'y reviens pas. Je vais commencer tout de suite par dire que je vais emprunter une posture normative parfaitement scolaire et obéissante, pour une fois, voilà, face à la normativité émise par l'organisateur, que je remercie pour son invitation, mais néanmoins ami, et notamment une présentation qui va être structurée autour des trois questions qu'il nous a posées. Je les reprendrai, donc une à une, mais d'abord un petit rappel du contexte d'écriture de ma contribution, pour quand même qu'on comprenne un minimum les choses. Alors, en pleine pandémie, je propose à Cyril de traiter de mon rapport à la norme dite du pass sanitaire, pass que je persiste à écrire sans E, j'y tiens, et qui était donc sur le point d'être mis en place, je crois, à l'été 2021 ou un truc comme ça. Et j'ai décidé d'intituler ma contribution « L'impossible, du moins très difficile, posture normative face au très prévisible pass sanitaire ». J'étais en vacances en famille dans le Périgord, une région où nous allons souvent l'été, dans un camping familial 4 étoiles, à une trentaine de kilomètres de Sarlat, commune du Bug. On était entassés dans une roulotte en PVC avec nos femmes et enfants. Ils flottaient presque tous les jours et les moustiques nous bouffaient, vaccinaient déjà les fesses. Bon. Comme l'eau de la piscine était trop froide, nous avions tout le temps de regarder la télévision en nous cassant la nuque. Pourquoi en nous cassant la nuque? Parce que dans les mobil-homes bon marché, pour le plus grand confort de leurs occupants, la télévision est toujours très petite et placée très en hauteur. À savoir pourquoi. Un soir à 20h, je ne sais plus quel jour, mais après vérification sur Internet, j'ai pu retrouver que c'était le lundi 12 juillet, le président de la République parle et prévoit le principe, à compter d'août, de l'introduction du pass vaccinal à tous les lieux publics, avec toutes les conséquences que ça allait entraîner, en tout cas pour nous 5 qui n'étions pas encore vaccinés. Alors pour mes 2 derniers enfants, en raison de leur âge, ils étaient épargnés. Mon aîné et ma femme pragmatiques, eux, décidèrent sur le champ de se faire vacciner au retour des vacances.
Et pour ma part, je restais seul, campé sur une position qui devenait donc dogmatique, qui serait très rapidement assimilée par les médias de grande écoute et même par certains hommes politiques comme un acte irresponsable, voire quasi criminel. Voilà un petit peu le contexte dans lequel je me suis mis à écrire ce que j'aurais pu nommer le journal d'un deuil social, en vue d'une expérimentation in vivo de mes rapports à la norme, en l'occurrence sanitaire, en contexte de pandémie mondiale. Alors, ce qui est intéressant, et j'en parlerai tout à la fin si je maîtrise bien mon temps, c'est que c'est à ce moment-là que je me suis mis à, on va dire, radicaliser, pérenniser un style d'écriture nouveau, en tant que théoricien, en tant que théoricien français du droit, que j'ai voulu nommer dans un article qui est récemment paru, un peu de gras dans l'écriture savante à propos du droit. Alors, j'en viens à la première question que Cyril nous a posée, je vais essayer d'y répondre. Qu'est-ce que ma contribution vient plus particulièrement éclairer dans le concept de posture normative ? Bon, elle insiste beaucoup sur la dimension psychologique autoréflexive. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est ce que ça peut apporter peut-être, c'est la dimension de révélateur de la sincérité de ma posture. Je m'explique un tout petit peu. Au tout début, tout se passait bien avant le pass vaccinal. Bon, on faisait ce qu'on voulait, on pouvait tricher avec les stylos effaçables, on sortait longuement, faire de longues balades en forêt, les enfants se retrouvaient dans le quartier, il y avait une vie rêvée finalement, c'était une opportunité pour respirer cette période de Covid. Donc ma posture, elle a changé à partir du moment où j'ai décroché, où elle a décroché de celle de mes proches. Eux se sont adaptés, et moi je suis resté dans une position donc rigide, dogmatique, je l'ai dit, de principe, puisque je disais pas question de me faire vacciner. Alors ça a entraîné inévitablement une forme de douce dépression qui perdure d'ailleurs, hein, pendant laquelle j'ai pu m'analyser et comprendre que je n'étais pas du tout rebelle. En réalité, ma posture s'analysait comme parfaitement conformiste, puisque je n'allais ni participer aux manifestations dans la rue ou sur les réseaux sociaux contre l'introduction du pass sanitaire, ni essayer de la contourner en cherchant par exemple à me procurer un faux pass, on pouvait en acheter, enfin ça se trouvait, ça circulait, il y avait un marché. J'allais ainsi rapidement me rendre compte que le rebelle face à la norme sanitaire que je croyais être était en vrai un petit mouton bien conformiste, critique, certes, dans le fort intérieur, mais le fort intérieur, quand on parle de droit de politique, on s'en fout strictement. Donc j'allais, dès septembre, me conformer aux nombreuses interdictions d'isolement incluses dans le package du pass sanitaire, faire mes cours en visio, puis revenir un petit peu à l'IUT, masque de coin-coin sur le nez ou sur le bec, rester dehors sur le parking de la patinoire ou du centre de natation pour récupérer mes enfants. Et pendant ce temps-là, ces derniers continuaient leur activité, mon aîné à bouffer du carrelage blanc en faisant ses allers-retours du bassin, ma femme retrouvait les joies de la vie sociale et des dîners en ville avec les copines de Sciences Po le week-end à Paris. Et puis, allons-y, c'est ça. Voilà, quand on fait le malin face à la norme, parce qu'on a des principes et qu'on n'aime pas les aiguilles ni les blouses blanches, on reste à la maison à corriger des copies et à laver le sol et on n'enquiquine pas le monde. Alors, plus sérieusement, pour terminer ce premier point, dans notre philosophie, notre pratique, celle du yoga, notamment le yoga postural de BKS Iyengar, le maître dit « Le yoga est un miroir, posture de yoga, le yoga est un miroir pour se regarder de l'intérieur. » Moi, ce que je crois que cette réflexion m'a permis de montrer, c'est que mutatis mutandis, la posture normative est un miroir pour se regarder de l'intérieur lorsqu'on est pris dans le rouleau de la norme devenue flux normatif. J'en viens à mon second point, les limites du concept, c'est-à-dire que je me demande vraiment si les flux normatifs du pass sanitaire nous permettent de prendre position face à la norme. Est-ce qu'on peut vraiment prendre position ? Je ne suis pas toujours certain qu'on puisse prendre position. J'ai l'impression que dans ce contexte d'une normativité mise en continu à grande vitesse, enfin que j'appelle pour le dire vite un flux normatif, est-ce que ça a toujours du sens de parler de positionnement, puisqu'on est en quelque sorte pris dans le tambour d'une grosse machine à laver, par le puissant courant d'une rivière d'eau vive, ou pire, dans des phénomènes de marée descendante qui nous font dériver, même bons nageurs, loin du rivage.
On est tellement secoué dans tous les sens, on est dans toutes les positions, c'est le maelstrom des flux qui dicte en quelque sorte notre position. Donc oui, il y a toujours position, mais est-ce que ce n'est pas simplement un positionnement qui devient purement verbal ou mental? Le corps est déjà emporté loin du rivage, ou le crâne fracassé contre le premier rocher venu, et si quelqu'un n'arrête pas la machine à laver normative, on est lessivé. Si l'on veut toujours parler de posture normative, eh bien, la mienne, qui était au départ, on a compris, une posture hypercritique, je voulais en aucun cas me faire vacciner, je me suis rendu compte que finalement, c'était une posture qui n'en était même plus une. J'étais tout simplement pris par un mouvement cybernético-thermodynamique et de la gouvernance des sociétés occidentales par voie de flux. Alors, autre question, il me reste 2 minutes, je crois. Qu'est-ce que le concept pourrait amener de plus à votre analyse, à mon analyse si je la reprenais? Eh bien, je vais la renverser cette question. Qu'est-ce que le concept... Non, j'ai 20 minutes en fait, il me reste un peu de temps. Oui. D'accord, ok. Je m'étais calé sur 10 minutes. Ah oui, donc j'ai un peu le temps. Oui, il me reste 12, c'est bon. Oui. Ah. Le camping, t'aimes bien? Bah oui. Bon, alors, le camping, ça s'est mal terminé cette année-là, mais bon. On n'y retournera plus, je ne sais plus où on va cette année. Très loin, à mon avis, la voiture ne va même pas permettre d'aller si loin. C'est une vieille Audi A4 de 25 ans, bientôt vintage, je sais qu'elle a passé en collection. Mais les enfants râlent, ils disent qu'ils ont un peu honte de la voiture de papa. Dernièrement, elle freinait toute seule. Elle posait des problèmes, j'ai dit. Bref, je termine la parenthèse. Alors, qu'est-ce que le concept pourrait amener de plus à mon analyse si je la reprenais? Je vais me permettre de renverser la question. J'aurais tendance à dire que l'expérience de l'étude de ma posture normative face au pass vaccinal, qu'est-ce qu'elle apporte de moins à la définition du concept de posture normative? Je me dis qu'on a peut-être un petit peu trop batté l'âne, le sujet en l'occurrence. Le sujet, ici, on lui donne beaucoup trop de force, beaucoup trop d'importance. On croit qu'il peut changer la norme, agir sur sa substance, son sens, sa portée. Bien sûr, peut-être en contexte d'interaction, j'ai suivi ces très intéressante présentation dans le domaine de l'éducation, mais face à des normes comme celles du pass vaccinal et qui sont prises justement dans une logique de flux normatif, je me demande si je ne vois pas en quoi Émeric Nicolas, qui fait son pseudo-renégat, en réalité très timoré, on l'a compris, très obéissant, je ne vois pas en quoi, face à la norme du pass sanitaire, il va pouvoir modifier même d'un 10 millionième la substance, la norme, le sens, la portée normative de cette norme. On ne modifie pas les normes en leur tournant le dos, en leur étant indifférent ou en leur tapant dessus à coups de marteau, même dans un esprit de révolte nietzschéen. Si la posture est un miroir pour se regarder de l'intérieur, elle n'est pas nécessairement, selon moi, en tout cas pour le type de norme que j'ai analysé, on s'en fout des précautions, un outil permettant d'en modifier l'extérieur, le collectif, le social. Donc, si vous voulez, ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste dans un contexte de production de droit en flux. Ma posture normative, bon, on s'en fout un peu, et elle perd même un peu son sens. C'est pour cela que j'ai proposé de définir le concept de posture normative comme d'abord un outil de diagnostic et d'introspection de nos rapports à la norme. C'est vrai que je suis très attaché au rapport à la norme, et vous avez compris qu'il y a quand même une filiation génétique entre le concept de posture normative et celui de rapport à la norme, de face à la norme. Et d'ailleurs, je me dis que si on souhaite vraiment s'inscrire dans une démarche de pensée complexe, comme nous y invite d'ailleurs la démarche de l'école d'Orléans, un rapport me semble avoir l'avantage de mettre les deux éléments en interaction et de les montrer en mouvement. L'un agit sur l'autre réciproquement, alors qu'un positionnement, une position, invite à une approche plus unilatérale. Un point mobile, le sujet, face à un point supposé, fixe, la norme. Donc, je me dis que, sans casser la belle définition retenue dans la conclusion de l'ouvrage, peut-être la prudence scientifique, et c'est vrai qu'on peut ne pas être prudent, on n'a le droit de pas être... c'est une posture normative encore, aurait, peut-être selon moi, évité à retenir la définition minimaliste suivante, positionnement normatif, je vais reprendre, relatif aux normes, d'un porteur face à une cible normative, et possiblement, mais pas nécessairement, normateur. Bon, on a compris, tout ça n'est que broutilles pour embêter mes collègues. J'en viens à la dernière question. Plus largement, quelles pistes vous inspirent
quelle piste m'inspire le concept de posture normative dans mon domaine de recherche? Ce que le concept de posture normative m'invite à faire dans mon domaine de recherche, je ne suis même pas sûr d'avoir un domaine de recherche, à vrai dire, je recherche mon domaine de recherche, je suis en recherche de mon domaine de recherche qui me cherche, est avant tout lié à l'écriture, au style comme expérience. Alors, je vais m'expliquer. Cette recherche et son contexte m'ont conduit à assumer une nouvelle forme d'écriture du droit. Je fais référence ici aux travaux de Vincent Fauré et de Sébastien Pimon. Une d'écriture qui repose sur une narration subjective assumée, une juris fictio, François Host est parti, mais je fais référence à son concept, assumant le grand jeu. Un dispositif narratif de ce type peut, selon moi, contribuer non seulement à une analyse plus fine de notre objet de recherche, ici la posture normative, en cours de construction à l'époque où j'écrivais le sujet, mais également à mieux nous connaître à travers elle. Donc, ce n'est pas seulement un truc pour les juristes, ça devient un outil pleinement de sciences sociales, de psychologie sociale et collective. Je sais que l'introspection n'a pas bonne presse aujourd'hui, mais l'introspection, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est le seul moyen de se connaître vraiment par la littérature, par un travail de narration subjective, réflexif. J'en viens ici à ce que je voulais dire pour conclure mon propos. Je mobilise ici la théorie de l'écrivain et théoricien de la littérature Pierre Bergogneau, dont le frère a longtemps été linguiste d'ailleurs à Orléans, selon lequel, né de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la division du travail, de l'alphabet rationnel, la narration objective, logique, a pour contrepartie un caractère hautement sélectif de classe et déforme la réalité, le monde, si on définit ceci, ce qui arrive aux intéressés au présent. Donc, ce que démontre magistralement Pierre Bergogneau, c'est que le monde décrit dans la littérature n'est pas celui vécu par les intéressés, parce qu'il a été écrit par d'autres acteurs, des dizaines d'années, voire des siècles après que les événements aient eu lieu, et par des personnes souvent qui n'appartenaient pas à la classe sociale de ceux qui étaient sur le théâtre des opérations. Alors, évidemment, il va falloir attendre William Faulkner, dans le trou à rats du Mississippi dans les années 30, soit donc bien tardivement, pour que narration et ce qui arrive aux intéressés au présent se conjoignent. Il était temps, vous allez me dire. Cette conjonction entre les événements et ce qu'on narre dans la théorie du droit n'est pas encore réalisée. Mais elle arrive. Je pense en particulier à l'effort entrepris depuis 2019 par François Host pour compter le droit, certes le plus souvent selon le mode d'une narration objective, mais de plus en plus selon le mode d'une narration subjective et engagée. On parle souvent de recherche engagée à l'école de droit d'Orléans. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut poursuivre, en tout cas que m'invite à faire ce tournant de la manière d'écrire. Alors ça peut paraître un peu lointain du concept de posture normative, mais pour moi c'est directement relié. Et j'en termine sur ce point. Si je crois intéressant de mobiliser ce dispositif littéraire consistant en une forme d'écriture expérientielle, émotive, impudente, imprudente et impudique, dans le champ bien balisé et polissé de la théorie du droit, ce n'est pas seulement pour assouvir un désir de devenir romancier raté à la petite semaine. Ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, comme me le disent certains de mes collègues et néanmoins amis. C'est parce que je crois, comme Roland Barthes, précisément aux vertus introspectives et universalisantes de la littérature et de la narration subjective en particulier. Pourquoi? Vous allez voir que c'est directement relié aux postures normatives. Parce que si on place sérieusement le sujet au cœur de la théorie du droit ou des normes, alors il va bien falloir le faire cracher, ce sujet, avant que la vague normative immense l'emporte dans les abysses et qu'il ne se noie. Autrement dit, au boulot, sortons du confort de nos coquilles conceptuelles et mettons-nous face à la norme, comme on est face à la mer un mois de janvier sur les plages de Galets, de Dieppe à poil. Merci de votre attention. Je vais essayer en direct de répondre à un point soulevé par Aymeric, parce que, contrairement à ce qu'il pense, je suis plutôt de son avis. Alors, il est où mon truc, là? Et je vous invite pendant ce temps-là à réécouter Aymeric et à le lire, parce que il me semble important de saisir dans sa contribution tout ce jeu
introspectif qu'il introduit grâce à l'écriture à la première personne sur son sujet, et qui permet justement de comprendre cette variété et cette variation dans sa propre posture. Et c'est notamment une des contributions du livre qui permettent vraiment d'essayer de comprendre ce que veut dire varier de posture sans en varier véritablement, et en prenant bien conscience qu'on n'atteint pas forcément sa cible, effectivement. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est intéressant parce que je vais revenir sur la définition au cours de mon propos, et on n'a pas entendu l'adjectif normateur dans la définition de la même manière, et ça c'est intéressant. Je vais donc essayer d'y revenir en direct. Alors, j'ai déjà prononcé mes remerciements ce matin, donc je vais pouvoir gagner 1 minute, mais ça ne m'empêche pas de vous dire d'un seul mot que je vous remercie encore tous chaleureusement. Je vais faire un propos assez rapide, je vais essayer d'écourter au maximum pour relever simplement les conclusions que je voulais aborder dans les 2 parties qui seront les miennes, puisque cette recherche qui figure donc dans le livre en tant que contributeur a déjà été publiée avant dans une revue, je vais y revenir dans un instant, une recherche consacrée à la gestion normative de la crise sanitaire. Effectivement, il s'agit d'un article qui est paru alors que notre atelier collectif avait déjà débuté 2 ans auparavant, et que le livre n'allait éclore, si je puis dire, que 4 ans après. Donc c'est intéressant, me semble-t-il, de retrouver ce parcours à mi-étape dans cette contribution. Et donc je remercie la revue interdisciplinaire d'études juridiques pour son accord de republication, ce qui me permet d'afficher la référence. Il s'agit donc d'un retour sur cette contribution qui était déjà parue et qui était déjà un retour. Et je vais en plus faire un double retour. D'abord un retour sur la définition à laquelle j'aboutis dans cette contribution, définition dont on va essayer de montrer qu'elle apporte une dimension collective et sociale au concept de posture normative. Et ensuite, dans un deuxième temps, un retour sur la méthodologie qui a été la mienne, qui a été celle du concept, et pour la critiquer, j'aurai également une approche critique sur moi-même. Je vous laisse qualifier la posture ainsi suivie. Alors d'abord, l'objet d'étude était effectivement de questionner nos rapports à la norme pendant la période de pandémie, et c'est finalement un réflexe, une interrogation de citoyen qui était la mienne au début, puisque au cœur de la crise, il m'a semblé intéressant de constater qu'on a déployé toute une panoplie de normes pour gérer l'urgence, auquel s'est accompagnée une parole très prolixe des médias et de la politique, parole présidentielle en tête, et que face à l'urgence et à la peur du virus, on aurait pu s'attendre à une grande uniformité. On a surtout assisté à des phases importantes de suivisme, je dirais. Nous nous sommes tous comportés par mimétisme les uns comme les autres, mais je ne sais pas si vous étiez fait cette remarque-là à l'époque, in vivo. En réalité, le premier confinement a été plus ou moins respecté, mais alors dès le deuxième, nous n'étions plus vraiment suivistes. Le port du masque a été très aléatoire. Je le mets dans une circonstance, pas dans une autre. Je le mets le jour J, le lendemain, je l'enlève. Les protocoles d'application dans les magasins ont été très variables, d'un magasin à un autre. On ne savait plus quoi faire, puisque à chaque fois, c'était des règles différentes, règles d'application en l'occurrence, et l'application du téléphone, dont j'ai déjà oublié le nom, pour localiser les clusters a été carrément un échec. Je ne sais pas au Québec, mais ici, un gros flop. Et ce qui me semblait également intéressant de constater, tout simplement avant d'être chercheur, en tant que citoyen, c'était ce jeu incessant de ping-pong, d'aller-retour entre les textes normateurs, la parole, les accompagnants, qui était une parole de légitimation. Souvenez-vous, il fallait se mobiliser. Le président a même convoqué le récit de la guerre
pour solliciter une armée de bons petits citoyens pour appliquer les normes, et puis justement notre réception. Et c'est, me semble-t-il, c'était l'intuition, notre réception à la fois cette parole et de ces normes qui montrait l'incessant changement des deux premiers, parce que finalement nous n'étions pas assez espacés les uns des autres, pas assez confinés, pas, etc. etc. Et cette observation, qu'on peut ne pas partager évidemment, hein, mais cette observation me laissait à penser qu'il existait alors des vagues d'effectivité variables qui illustraient une dynamique normative très loin du schéma linéaire qui est celui des juristes, mais pas seulement, me semble-t-il, entre une norme qui a un auteur plénipotentiaire, omniscient, et le destinataire de la norme, qui est un sujet astreint à s'y conformer, sinon il est nécessairement dans la violation. Alors ce simple constat m'interrogeait en tant que théoricien, parce que je ne retrouvais pas dans la conception juridique de normes la réalité observable, qui était au contraire pluralisme, diversité, complexité, variation. Alors pour cerner cela, l'article, et là je vais aller très vite, c'est ici que je vais couper, l'article essaie de cerner la posture normative à travers 3 ingrédients pour définir la notion: la personne plutôt que le sujet, le normatif plutôt que la norme, pour souligner tout ce qui norme, et le rapport entre les deux. Et force est de constater, après réflexion, que ces 3 ingrédients doivent être entendus de manière large si on veut étudier nos rapports. C'est-à-dire que la personne, elle est prise dans toutes ses dimensions, y compris psychologique, et ça, la contribution qui est une forme de témoignage d'Émeric achève de le démontrer. Le normatif, qui est bien plus que des textes du gouvernement, hein, mais tout un univers dans lequel on a été baigné, fait de normes, de récits, d'actions politiques, et même des mises en scène. On a vu des Jean Castex mettre 2 masques l'un sur l'autre lors d'une réunion, ou encore des actes, tout simplement. Et puis, entre les deux, eh bien, ce rapport de la personne à ce qui est censé la normer, un rapport tout sauf passif, mais en réalité co-constructeur. Alors, dans des sens plus ou moins forts, évidemment, hein, on peut, moi je comprends tout à fait l'attitude d'Émeric, en venir à dire qu'on est surtout pris face au rouleau compresseur dans cet univers très roboratif qui est aussi un univers cognitif. Hein. Mais voilà, il a quand même résisté, et il est la contre-exemple de ce qu'il a dit, en ne se vaccinant pas. Preuve par l'exemple, donc. J'en viens donc à la conclusion qui est celle de la définition qui a été proposée dans l'article pour la comparer au concept, à la définition présentée dans le concept, et pour voir toute l'évolution, d'où l'intérêt de l'intelligence collective, d'où l'intérêt quand même de produire un livre en commun et pas simplement un article dans son coin, puisque à l'épure et à chaque terme qualifié de la définition du concept à droite, on a au contraire à gauche une définition qui reste sur le comportement et qui est très ajustée à son objet d'étude, c'est-à-dire qui insiste sur le rapport co-constructeur qui était le principal apport de la contribution, et au fait qu'on n'était pas simplement soumis à des normes, mais à un univers normatif. Et puis on voit évidemment l'absence de l'hypothèse de l'incarnation. Le mot posture dit plus que le comportement, et c'est pour cela que le choix du terme positionnement a été le nôtre. Alors normateur, c'est intéressant parce qu'Émeric disait à l'instant que le normateur se rapportait au fait qu'on puisse changer la cible. Si je résume ce que tu dis, dans mon esprit, en fait, le normateur ici, l'adjectif qui se rapporte au fait que notre positionnement va nous engager, et que si la posture est normative, c'est parce qu'elle conduit à notre comportement, à tel ou tel comportement. Elle est normative parce qu'elle nous engage, et elle peut changer la cible normative, potentiellement.
Mais il est vrai que dans cette définition, ce n'est pas l'objectif. J'aimerais surtout insister, parce que j'aimerais surtout écourter au maximum pour gagner du temps pour les discussions, aller plus loin et faire maintenant retour sur la méthodologie qui a été celle de la contribution, mais aussi du concept dans le livre. La contribution, vous le verrez, en réalité, pour observer ces postures normatives dans la société, n'utilise pas vraiment de méthode d'observation. Elle pose un cadre épistémologique qui est celui de l'interactionnisme et qui s'inscrit dans la famille du constructivisme, dans une approche sociologique. Donc on se trouve en haut. Le constructivisme, je le rappelle, en tout cas selon mon point de vue, il se trouve à la conjonction de 4 approches: le systémisme, le pragmatisme, le pluralisme et le sociologisme. Vous voyez d'ailleurs des noms d'auteurs pour situer un peu les choses. Et pour observer ces relations sociales pendant la pandémie en termes de posture, une approche sociologique de type interactionniste me semblait pertinent. Et alors je fais référence, plutôt qu'à Blumer et Hughes qui développent en premier l'interactionnisme dans les années 50, mais qui développent une approche assez subjectivisante, je me suis rapproché de Goffman, que Yann citait tout à l'heure, qui a une approche plus réaliste et objectiviste, et pour lequel, effectivement, dans les rapports entre les individus dans la société, les normes leur préexistent, alors que pour Blumer et Hughes, ce sont même les individus qui créent les normes, parce que la norme n'arrive qu'au moment de la perception qui est la leur, et surtout, justement, pouvant se situer face aux normes qui préexistent en amont, leur contestation et leur mobilisation collective peuvent peut-être, quelquefois, la faire dériver. Et surtout, ce que disait Yann tout à l'heure, Goffman insiste sur le caractère valorisant des normes pour ceux qui les appliquent. Il y a une forme de faveur dans le sacrifice qui consiste à se conformer, ce que nous avons pu éprouver pendant cette période. Il me semble qu'il faudrait aller plus loin, car ce cadre épistémologique n'est pas une méthodologie, et pour les, en tout cas, postures normatives sociales, nous aurions besoin d'une méthodologie d'observation de type empirique, qui nous donne des outils, comme les sociologues en ont. Donc je dirais qu'il faudrait franchir véritablement le cap, et il me semble que nos Québécois, qui nous devancent sur bien des points, en sont un exemple à travers cet ouvrage que je vous conseille, sous la direction de Dalia Ghezaldi-Fecteau et Emmanuel Bernheim, sur la recherche empirique en droit, méthode et pratique, dont je ne vais pas détailler le sommaire, puisque vous pourrez retrouver l'intégralité de l'ouvrage gratuitement. Il était financé par des fonds publics. Il faudrait encore aller plus loin, et pour prendre en compte notamment la dimension du jeu sur laquelle a insisté Émeric à l'instant, et surtout dans l'ouvrage, autrement dit sur la dialectique de l'individuel et du collectif dans ces postures normatives sociales, il faudrait aller au-delà d'une simple méthodologie empirique et développer aussi des outils de méthodologie psychologique pour essayer de sonder le fort intérieur de chacun, et au moins pour commencer à le faire pour soi-même. Alors peut-être cela ira-t-il trop loin pour certains, mais un outil de connaissance en plus, qui plus est sur soi, n'est jamais inutile de mon point de vue. Et là, force est de constater qu'il n'y a pas grand monde à citer. Il y a, à mon avis, tout à faire, même si un mouvement de psychodroit, une revue qui s'appelle comme ça, est né il y a quelques années. Surtout, cette méthodologie empirique, et je ne sais pas trop comment la nommer, et de la psyché, permettrait d'avoir une typologie des postures normatives, comme celle qu'il y a dans le livre, qui soit beaucoup plus nourrie, beaucoup plus fine. Permettrait également d'avoir une connaissance plus fine, une mesure plus efficace et plus ajustée de ce que la contribution propose à travers cet espace vacant entre l'effectivité et l'ineffectivité.
On l'a vu à plusieurs égards dans toutes les contributions aujourd'hui. Il y a des postures normatives d'acceptation qui sont en fait des refus. Il y a des postures normatives de refus, mais en fait qui se conforment. Et cela montre que l'effectivité peut se vérifier. On respecte, la norme est appliquée, elle produit des effets, mais en fait c'est complètement biaisé. Parce qu'on détourne complètement le sens de la norme, parce qu'on en abolit complètement la véracité dans l'ordre social en l'appliquant un jour, en ne l'appliquant plus le lendemain, ou en mettant son masque dans un magasin pour l'ôter en entrant dans un autre. Enfin, vous voyez à quel point ça peut être destructeur pour l'effectivité, en tout cas pour venir la biaiser. Alors, une méthodologie empirique et de la psyché, si on peut le dire ainsi, serait bienvenue à cet égard. Je fais donc court et j'en termine là en disant que effectivement j'ai failli l'écrire, mais je rebondis sur le tout premier propos qui était celui de Vincent Forêt lors de la table ronde de ce matin, même si ça n'a pas été ton mot. Quand on voit la ronde des possibles postures normatives, on comprend potentiellement que ce concept peut être subversif. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons déjà avec des comportements d'effectivité biaisés? En tout cas, je vous remercie tous et je redonne la parole au président. Merci. Est-ce qu'on prend des questions ou pas de questions? Oui, on a quand même le temps parce que j'ai fait court, non? OK, oui, c'est bon. On peut faire 10 Alors, minutes. merci pour ces deux communications qui étaient vraiment très intéressantes. J'aurais presque envie de dire, puis je pourrais l'adresser à Catherine aussi, pour citer une autre chanson conditionnelle, il suffirait de presque rien pour que je vous dise, mais j'ai oublié la suite. Donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi, par rapport aux deux communications, deux observations, puis après ça, vos questions, qu'on peut superposer les postures, c'est-à-dire qu'à la fois une posture qui paraît une posture plus critique, voire de rejet, peut aussi témoigner d'une posture de soumission. Donc, se soumettre malgré tout, en quelque sorte, alors que, fondamentalement, on n'est pas nécessairement d'accord. Donc, je trouve ça intéressant, cette idée de superposition de postures possibles. Et puis, il me semble que ça témoigne aussi, quand on regarde par rapport à l'article qui était paru dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques, ça témoigne d'un certain déplacement, dépendamment de ce qu'on analyse ou qu'est-ce qu'on a comme cadre, avec le cadre de l'effectivité et de l'ineffectivité. La posture de soumission se place à un certain endroit, mais lorsqu'on regarde maintenant où on en est aujourd'hui, elle a basculé un peu plus du côté du refus. Il me semble qu'il y a un déplacement, en quelque sorte, un peu là, de la posture de soumission qui était du côté de l'effectivité, même pas de l'effectivité biaisée. Je pense qu'elle était vraiment dans l'effectivité au départ. Puis là, voilà qu'elle se retrouve davantage dans la position de refus ou la posture de refus, ce qui est quand même, je pense, un déplacement. Et c'est à ça que sert le travail collectif aussi, puis le travail de réflexion, c'est à faire bouger un peu les concepts. Si j'ai raison de penser qu'il y a eu déplacement, en tout cas, une reconfiguration un peu de cette posture de soumission, qui est une posture parfois très complexe, comme on l'a vu. Donc, c'est juste un petit commentaire là, suite aux deux interventions fort intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?